bonjour et bienvenue à cette balado qui est présentée par le CACI en collaboration avec Concertation Montréal dans le cadre du projet Je suis présent et je m'implique. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux membres de conseil d'administration qui sont issus de communautés ethnoculturelles et qui vont nous partager leur expérience et leurs conseils. Le projet a comme objectif d'inciter des personnes issues de l'immigration à s'engager au Québec et à faire partie de différents conseils d'administration. Donc, on a le plaisir d'accueillir Audrey et Ekwe, avec qui on va discuter pour la prochaine heure. Donc, c'est la première balado d'une courte série de deux. Puis, on recevra prochainement également deux autres membres de conseil d'administration. Donc, on va commencer avec les présentations. Audrey, si tu veux bien commencer, nous parler un peu de ton parcours. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis arrivée au Québec en 2017. Je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai grandi là-bas et je suis partie pour mes études à Paris et ensuite en région parisienne. J'ai passé 15 ans à Paris, j'ai commencé ma carrière professionnelle là-bas et en 2017, avec ma famille, nous avons décidé de venir nous installer à Montréal. Donc ça a été une décision familiale, vraiment de choix de vie en fait. Donc on a quitté nos emplois, mon mari et moi, les emplois qu'on avait à Paris et on est arrivé à Montréal, la ville qu'on avait choisie, donc sans travail, avec trois contacts littéralement en poche. Et donc c'est ça. Et donc on a décidé de s'installer ici avec nos enfants et de faire notre vie à Montréal. Merci pour le survol. Et de ton côté, Ekwe? Oui, Ekwe Afanou, donc je suis originaire du Togo. J'ai immigré 3 fois. Donc je suis parti du Togo à 16 ans. Je suis parti au Maroc pour étudier. J'ai fait mon master en ingénierie financière au Maroc. Donc différentes cultures, donc il fallait s'adapter très jeune. Donc après le Maroc, donc j'ai immigré en France. En France, donc j'ai fait un autre master en finance de marché après l'ingénierie financière, et puis j'ai travaillé 3 ans en France et je suis arrivé au Canada en 2013. Et donc je suis arrivé tout seul avec 2 valises en main. Je me rappelle encore comme si c'était ici, c'était en septembre, le 18 septembre 2013. Je suis arrivé et puis donc j'avais moi un contact, le numéro de téléphone d'un contact à Montréal, et puis c'était un choix aussi une décision de changement de vie, à la fois personnel et professionnel, arrivé mais sans emploi, sans rien du tout, mais heureux d'être sur une très belle terre d'accueil comme le Canada au Québec, ouais, c'est ça. Puis vous avez tous les deux rejoint le groupe des 30 de Concertation Montréal, donc qui vise à justement encourager des personnes comme vous, des leaders issus de la diversité pour faire partie de conseils d'administration. Et vous-même, vous avez été au Québec, puis peut-être dans vos pays d'origine, dans les conseils d'administration. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en conseil d'administration? Et quoi, si tu veux poursuivre peut-être? Oui, écoute, moi, les conseils d'administration, je découvre ça au Québec. Donc, le contact que j'avais, donc quand je partais de la France, j'avais un bon ami à moi, Gildas, que je salue s'il regarde le podcast, qui m'a donné le contact de son oncle, monsieur Yorvi Bouka, qui vivait au Québec depuis 30 ans. Et ce monsieur, je ne cesserai jamais de le remercier parce qu'il m'a sauvé 5 ans d'intégration. Donc, on s'est assis après ces 30 ans d'expérience au Québec. Il m'a expliqué un peu le pays, la culture, le Canada, comment est-ce que ça fonctionne. Et il y a un élément qui venait très souvent dans nos discussions, c'est l'implication sociale. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté depuis qu'il est arrivé. Et il me disait que c'est une clé de réussite, une clé de succès au niveau du Québec, de s'impliquer. Donc, ça m'a vraiment inspiré de voir comment est-ce il s'est intégré, ses enfants sont intégrés, sa famille et tout. Donc, ça m'a poussé, il m'a vraiment poussé à m'impliquer, à faire du bénévolat. Donc, j'ai vraiment commencé par le bénévolat dans la communauté. Au REPAF, par exemple,
FLA, une autre organisation africaine, même dans des événements de la sénatrice Amina Djerba, qui organisait des choses entre l'Afrique et le Québec. Donc, je participais. Et en même temps, je me créais des contacts. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, ben, les gens, ils voient que tu es intéressant, que tu as des compétences. Et puis là, ils te proposent de rejoindre donc des conseils d'administration, des comités. Donc, c'est comme ça que mon aventure un peu en conseil d'administration commence, par le bénévolat et par cette rencontre de ce monsieur qui m'a expliqué le pays quand même. Il m'a sauvé 5 ans. Je dis ça à chaque fois, il m'a sauvé 5 ans d'intégration, des choses que j'aurais appris par moi-même. Il me l'a partagé. L'implication sociale, c'est quelque chose qui, je l'ai vécu aussi, qui est très, très important. Très important. Dans quel conseil d'administration tu as été en premier? En premier, j'ai commencé sur le conseil d'administration du FLA, donc l'organisme qu'il leadait, ce monsieur. Et donc, c'était une organisation du genre du REPAF qui aidait à l'intégration des immigrants, donc qui avait aussi un volet très entrepreneurial. C'est-à-dire que, oui, lorsque vous avez votre travail, il faut aller chercher aussi des opportunités de créer des entreprises. Et quelque chose qu'il m'a expliqué, il m'a dit aussi, le Québec, c'est un pays d'entrepreneurs. Donc ça, si vous ne le comprenez pas quand vous arrivez dans le pays, c'est un pays d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui ont bâti le pays. Donc il fait qu'il y avait cet aspect aussi d'entrepreneurial que j'ai toujours gardé en moi jusqu'à présent. Donc, voilà. Puis ensuite, tu as continué vers d'autres conseils d'administration? Oui, j'ai continué vers d'autres organisations. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris que l'implication sociale était la clé. Donc, même dans le monde professionnel, j'ai commencé aussi à m'impliquer, que ça soit avec Centraide, au niveau de la Banque nationale où je travaillais, ou au niveau de l'OMA, une organisation professionnelle en assurance aussi, où je me suis impliqué aussi au niveau du conseil d'administration. Donc, j'ai vraiment aussi, en même temps, allié ma carrière professionnelle à de l'implication sociale aussi. Donc, c'est un peu ça. Et de ton côté, Audrey? Moi, c'est un petit peu différent. En arrivant, effectivement, alors moi, j'ai une carrière en finance, donc j'ai commencé en audit financier. Après, j'ai eu des rôles différents dans des entreprises internationales, privées, publiques, toujours en finance. Et donc, en arrivant, ça n'a pas été la première chose qui m'a forcément traversé l'esprit, en fait, de rejoindre un conseil d'administration parce que je n'avais jamais participé à un conseil précédemment. Et donc, c'était plus, en fait, après 2 ans, en fait, 2 ans, j'ai rejoint Randstad, en fait, en tant que CFO pour le Canada. Et j'ai été sur le conseil d'administration de la fondation Randstad. Donc, c'était un petit peu par hasard. Il y avait un siège qui se libérait. Et donc, ça m'intéressait parce que la Fondation Randstad est toujours d'ailleurs concentrée sur l'intégration des jeunes dans le monde du travail et sur les populations défavorisées. Donc j'ai trouvé un intérêt, en fait, sur ce conseil. Et donc... Et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu au conseil d'administration, à la gouvernance, en fait. Et donc, l'année d'après, j'ai rejoint le conseil d'administration du FTA, donc du Festival Transamérique, par mon réseau, en fait. C'est une amie qui m'a appelée, qui m'a dit « Oui, je connais quelqu'un sur le conseil du FTA. Il cherche quelqu'un avec des compétences en finance pour rejoindre le comité d'audit. » Donc, en fait, c'était un domaine qui m'intéressait énormément. En fait, les arts vivants, c'est des arts de théâtre. C'est un festival de théâtre et de danse, en fait, qui a lieu chaque été à Montréal, un festival international. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait, pour le festival et donc le conseil d'administration. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée sur ce conseil. Et donc voilà, de fil en aiguille, en continuant à m'intéresser un petit peu à la gouvernance, là, j'ai décidé de rejoindre aussi le conseil d'administration du Collège Notre-Dame. Donc aujourd'hui, je siège sur ces 2 conseils, puisque je ne travaille plus chez Randstad, donc j'ai quitté le conseil d'administration de la Fondation, en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, je siège sur ces 2 conseils, et donc... avec aussi une implication dans les comités finances et comités d'audit, de par mon parcours professionnel.
Donc voilà. Et en fait, effectivement, en arrivant, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes contacts sur l'implication sociale, le bénévolat. Mais c'est vrai que intuitivement, et ça c'est très, c'est probablement culturel aussi. Pour moi, le bénévolat, c'était d'aller, par exemple, distribuer des repas ou bien faire des choses comme ça, en fait, dans des associations vraiment proches, avec des actions sociales, je dirais, concrètes. Alors, même si c'est concret, peut-être pas le bon mot, mais voilà, c'est ce que j'avais en tête, en fait, que je me figurais un peu comme étant des actions de bénévolat, alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis sur 2 conseils d'administration et c'est du bénévolat quelque part, puisque je donne de mon temps gratuitement à ces conseils. Et donc, ça fait partie des actions qu'on peut mener, en fait, aussi pour redonner à la communauté, puisqu'on donne de notre temps et puis du temps de cerveau, on va dire, pour aider les conseils à évoluer, à réfléchir, à résoudre les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés. Vous avez tous les deux, j'imagine, des vies bien remplies. Qu'est-ce que ça vous apporte de siéger dans un conseil d'administration? Parce qu'il y a d'autres types d'engagement. On peut soutenir des causes sans investir autant d'heures, sans que ce soit des mandats de 2 ans. Donc, pourquoi les conseils d'administration? Mais écoute, comme je t'ai dit, c'est vraiment... au départ, ça a été des sollicitations. Est-ce que tu viens rejoindre le conseil d'administration? Mais après, je pense qu'on y prend goût, dans le sens où il y a ce côté très stratégique, des réflexions, des décisions stratégiques qu'on prend pour des organisations. Et puis, c'est comme si lorsque on a une cause qui nous tient à cœur, on y contribue vraiment à un niveau stratégique. C'est-à-dire qu'on se projette sur la vision, on se projette sur la mission. Grâce au programme Trouve ton CA de Concertation Montréal, donc j'ai rejoint le CECI. Je siège sur deux conseils d'administration aussi, le FIDA et le CECI. Et le CECI, c'est un gros CA là. Quand je dis c'est un gros CA, c'est un CA quand même qui fait de la coopération internationale. Et moi, la coopération internationale, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est au cœur de la coopération internationale et de réfléchir à ce que la coopération internationale doit être dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on veut aller, la coopération sud-nord, nord-sud, etc. Je pense que c'est très stimulant. Et donc, cette stimulation de cerveau, je pense que c'est quelque chose qui fait que la cause m'intéresse. Contribuer à la réflexion stratégique sur cette cause-là me stimule. Et donc, voilà, je suis très heureux comme ça. De mon côté, c'est un petit peu ça aussi. C'est vraiment c'est des moments qui nous sortent aussi de notre quotidien, où on est avec des personnes autres que les personnes avec qui on travaille forcément tous les jours. On a des problématiques différentes. On a une approche qui est différente puisque on est moins dans les opérations, on va dire, des organismes sur lesquels des conseils sur lesquels on siège, mais on est là pour conseiller, on est là pour accompagner, pour coacher un petit peu. Donc c'est vraiment une approche qui est différente et qui nous permet aussi de nous épanouir d'une autre façon, en fait. Donc c'est du temps aussi bien investi. Et puis en plus, quand on est sur des conseils qui encadrent des organismes qui œuvrent dans des causes qui nous tiennent à cœur ou des choses qui nous intéressent, c'est encore plus gratifiant quelque part parce que c'est pas une contrainte en fait, c'est vraiment un plaisir de pouvoir donner de son temps et de se dire que voilà, on contribue à quelque chose qui fait avancer la société aussi dans la bonne direction. Donc voilà, pour compléter ce que tu dis, ce serait ça ma vision des choses. Vous avez eu l'occasion d'intervenir ou de siéger dans des conseils d'administration assez différents dans plusieurs secteurs. Si vous aviez la possibilité aujourd'hui de choisir un conseil d'administration, si on vous disait vous avez l'opportunité d'aller dans votre conseil d'administration de rêve, quel serait-il? Question difficile. Ouais, c'est dur, ça. Très difficile.
Tu sais, le rêve, aujourd'hui, je rêve à quelque chose, mais peut-être que dans 5, 6 ans, je penserai à autre chose. Mais là où je suis actuellement, je pense que un conseil d'administration comme le ceci, déjà, c'est un rêve pour moi. Okay. Donc, je pense que je suis très, très heureux d'être sur ce conseil d'administration par rapport à l'impact qu'on a aussi sur mon continent d'origine, l'Afrique. Les projets, l'impact qu'on a dans les vies des gens, je pense que c'est très inspirant. Maintenant, mon côté très innovant aussi peut-être peut voir avec tous les sujets d'intelligence artificielle, d'innovation. Le conseil d'innovation du Québec, par exemple, ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait être très stimulant. C'est-à-dire aujourd'hui, le sujet de productivité du Québec, d'innovation, comment est-ce qu'on fait pour c'est l'économie, comment on essaie d'innover, réinventer notre économie canadienne. Je pense que c'est des sujets qui sont très stimulants et que je pense qui pourraient vraiment m'intéresser là où je suis actuellement. Juste être à l'écoute de ces personnes-là qui réfléchissent sur ces sujets-là, comment est-ce qu'ils pensent l'avenir de nos économies. Ouais, c'est Conseil d'innovation du Québec. Si je dois donner un nom, voilà. Moi, j'ai pas de nom, mais j'avoue que je te rejoindrai sur ce conseil. C'est vrai que cette réflexion sur un petit peu l'avenir, comment intégrer les jeunes aussi dans le monde du travail qui va évoluer, qui se transforme en fait, notamment avec l'intelligence artificielle, tu l'as nommé. Comment justement garder une humanité dans tout ça, comment garder des valeurs. Ça, c'est des sujets qui me passionnent. En fait, je pourrais en parler pendant des heures. Peut-être pas très efficace, mais... mais c'est vrai que tous ces sujets-là m'intéressent beaucoup. Et c'est vrai qu'au travers de mon implication sur le conseil du collège, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et pour moi, voilà, la jeunesse, l'éducation, c'est l'avenir, forcément. Et donc, on a énormément de problématiques à intégrer aujourd'hui dans nos réflexions. Donc, typiquement, ce genre d'organisation, effectivement, pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser, me stimuler dans mes réflexions. Vous avez parlé tout à l'heure de votre arrivée à Montréal avec des fois peu de contacts et pas toujours beaucoup d'informations sur la société d'accueil. À partir de quel moment une personne qui arrive au Québec de l'étranger peut envisager de siéger dans un conseil d'administration? Pas nécessairement en termes de durée, mais qu'est-ce qu'on doit avoir fait comme apprentissage, comme réseau, comme connaissance? Parce qu'on pense souvent aux besoins de base, de trouver un emploi, un logement, une garderie, qui sont effectivement des besoins très importants. Mais les gens aspirent à plus. Donc, quand on peut se dire, c'est le moment maintenant, je peux envisager de chercher un premier conseil d'administration et être en mesure de pouvoir y contribuer. Je peux y aller. En fait, je pense à la discrétion un petit peu de chacun. Quand on se sent prêt, je pense que je dirais que connaître le tissu économique, connaître le tissu social, un petit peu de là où on est, c'est important avant de s'investir et avant de s'impliquer dans des causes. De comprendre les modes de fonctionnement, de comprendre aussi quels sont les besoins des conseils d'administration qu'on vise, et puis de savoir aussi ce dans quoi on a envie de s'investir. Vraiment de choisir, en fait, d'avoir une approche ciblée, pas forcément se dire tiens, j'ai vu qu'il y avait un poste libre sur tel ou tel conseil, mais sans se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je veux m'investir. Donc, je pense que il n'est jamais trop tôt ou trop tard, je dirais. C'est vraiment la discrétion de chacun en fonction du niveau de confort qu'on a avec c'est ça, la dynamique sociale, économique qui sont autour de nous, et dépendamment de nos métiers aussi. Je pense qu'avec des responsabilités comme par exemple sur un comité d'audit, il faut savoir les règles de gouvernance, connaître un petit peu les modes de fonctionnement avant de s'impliquer de façon pleine, en fait, dans des conseils.
Oui, non, je suis 100% d'accord avec Audrey. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Dans le sens où on peut pas donner une période de temps, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans que vous arrivez. Je pense que ce qui est important, comme elle disait, c'est lorsqu'on se sent ancré dans la culture, dans l'économie, donc qu'on comprend. Comme je vous ai dit, avec Yaovi qui m'a expliqué, il m'a fait sauver 5 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, ce serait peut-être après 5 ans, j'aurais commencé. Mais quand on comprend bien le pays, on comprend bien l'économie et qu'on a sécurisé un peu ces choses dont tu as parlé, qui sont très importantes aussi, le travail, etc. Je pense que on peut s'impliquer dès le premier jour qu'on arrive. Si par exemple on a des expériences antérieures en conseil d'administration et on a on a eu une belle carrière, un peu comme Audrey, CFO, où il y a des gens qui arrivent comme ça, immigrants au Canada comme ça, qui ont de très bons backgrounds et qui trouvent rapidement du travail après une semaine. Ben, ces gens-là peuvent être intéressants pour des conseils d'administration. Mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir qu'on commence toujours en bénévolat. Donc le temps qu'on donne, c'est un temps qui doit être vraiment valorisant pour soi et pour l'organisation. Donc il faut voir les causes qui nous intéressent et puis voir aussi c'est quoi comme compétences ou quels sont notre savoir-faire, savoir-être ou savoir qu'on peut apporter à l'organisation qu'on vise concrètement par rapport au poste qui est ouvert. Et comme disait Audrey, de ne pas juste ratisser large, mais de vraiment commencer de manière très ciblée. S'il n'y a pas encore de poste d'administration sur le CA qui vous intéresse, mais déjà peut-être commencer juste à faire du bénévolat dans cette organisation. Demandez peut-être à rejoindre un comité événementiel pour mieux connaître l'organisation parce que des fois, on ne sait pas. De loin, ça a l'air tout rose, mais quand on y rentre, c'est peut-être pas ce qu'on pensait. Donc, commencer aussi comme ça, de manière ciblée, ça peut être une bonne approche pour rejoindre un CA. Ouais. Puis, une fois qu'on a identifié le conseil d'administration, c'est important aussi de bien comprendre son rôle. Oui. Est-ce que vous avez suivi des formations en gouvernance avant d'intégrer un premier CA ou par la suite? Parce qu'il y a des conseils d'administration qui offrent des formations à leurs membres. Moi, je dirais vraiment un gros merci à toi, Philippe. Je dirais un gros merci à Concertation Montréal. Un gros merci à Sonia Malek. Gros merci à... J'oublie des gens là, Marie-Claire et tout ça. Je pense que Concertation Montréal a été un gros déclencheur un peu dans mon ascension donc au conseil d'administration. En termes de formation, j'ai suivi des formations. C'est le groupe de 30, c'est vraiment une belle immersion dans la gouvernance où on parle de diversité, mais on parle beaucoup de gouvernance aussi. C'est un très beau réseau, le groupe des 30. Après, il y a eu des formations avec le collège des administrateurs. Donc, j'ai eu des formations après sur les sociétés d'État, des formations avec l'IGOP, avec la Chambre de commerce, le RGA. Donc, pas mal de formations ici et là, juste pour... c'est vraiment intégrer les concepts, bien comprendre comment ça fonctionne concrètement. Et je pense que c'est très important. Comme dans notre vie professionnelle aussi, là, que lorsque on y accède, même sans formation, d'aller chercher la formation, je pense que la meilleure des choses, c'est d'avoir la formation avant d'y accéder. Ça, c'est très plus efficace. Mais si jamais on arrive le premier jour, on a un conseil d'administration, il faut quand même aller voir ces genres d'organismes-là pour avoir des formations. Et j'aime beaucoup votre événement Trouve ton CA. Qui se passe chaque année où on met un peu comme en speed dating là les organisations avec les candidats de la diversité pour les CA. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, alors moi j'ai pas de formation donc. Mais en fait, dans mon cursus universitaire intégré à mes études, j'ai eu des formations, enfin des concepts de gouvernance énoncés puisque j'ai une spécialisation en expertise comptable et finance. Donc au travers de ça, on a quand même des cours assez approfondis sur le sujet.
Ensuite, j'ai eu effectivement les formations de concertation à Montréal et puis les introductions aux principes de gouvernance. C'est sûr que voilà, un cursus plus long comme celui que propose le Collège des administrateurs ou bien l'Institut des administrateurs, ce sont des programmes qui sont vraiment intéressants, mais voilà, qui demandent un investissement monétaire et en temps qui sont quand même importants. Donc c'est sûr que pour accéder à des conseils d'envergure, on va dire, des plus grands conseils ou des conseils rémunérés, il est fortement conseillé de suivre ces cursus-là. Mais si, voilà, en restant sur des conseils, on va dire, où on est bénévole, je pense qu'on a moins de pression, entre guillemets, d'être certifié ASC ou bien d'être certifié par l'Institut des administrateurs. Donc, mais c'est sûr que c'est bénéfique, en fait, de pouvoir aussi toujours se rafraîchir les idées sur les principes de gouvernance, sur la responsabilité des administrateurs, le rôle du conseil d'administration aussi. Et le rôle peut être différent en fonction de la taille de l'organisme, de la taille du conseil aussi. Il y a des conseils qui sont très, très impliqués dans les opérations, notamment dans des organismes à but non lucratif qui ont peu de moyens, qui ont peu de ressources. Il y a des conseils qui sont sur la levée de fonds, par exemple, des choses comme ça qui sont très, très impliquées, et d'autres qui sont un peu plus en retrait. Donc voilà, donc ça peut aider aussi à jauger où est-ce qu'on se situe et comment on veut s'impliquer dans les différents conseils. Par rapport au premier conseil d'administration que vous avez intégré, est-ce que maintenant vous posez différemment les questions? Tu parlais notamment de la recherche de financement. C'est sûr que c'est un élément qui est important. Ça demande un réseau, ça demande du temps. Donc, est-ce que votre vérification diligente, elle est différente maintenant si vous comparez peut-être au premier conseil d'administration où vous êtes allé? Oui, ben écoute, moi, c'est vraiment un grand écart entre l'organisation où j'étais. L'organisation où j'étais, il y avait quand même une structure qui était mon premier CA, là, le Force Leadership africain. Il y avait une structure c'était une petite organisation où il y avait les administrateurs qui intervenaient beaucoup au niveau de l'opérationnel. Donc, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas tellement de limites par rapport à ce qu'un administrateur pouvait faire. Donc, ça demandait beaucoup d'implication. Souvent, dans la communauté, c'est ça, hein, quand on travaille beaucoup sur ces organisations communautaires, on n'a pas souvent beaucoup de volontaires qui viennent vraiment dans la sphère stratégique de ces organisations-là, donc, et même dans l'opérationnel. Donc, des fois, on a des gens qui sont obligés de porter 2, 3 chapeaux dans ces organisations. Donc, si c'était à refaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'allais changer. Ça a beaucoup évolué. Je ne suis plus sur le conseil, mais je sais que ça s'est restructuré. Et puis, j'ai eu aussi à partager un peu mon expérience aussi avec l'équipe et tout. Donc, ça a beaucoup avancé. Par rapport au ceci qui est vraiment un conseil d'administration très stratégique, où on n'est pas dans l'opérationnel et où on se voit 6 fois par an, 5 à 6 fois par an en conseil d'administration. Donc, c'est vraiment un grand écart. Voilà. Je dirais que oui et non. Dans ma façon d'approcher les choses, je pose des questions, effectivement, avant d'arriver pour savoir dans quelle mesure le conseil est impliqué ou pas. Mais me connaissant, en fait, je sais que je vais toujours essayer d'aller un petit peu plus loin, proposer mon aide si je vois qu'il y a des choses qui nécessitent un autre œil, un regard nouveau, en fait. Et donc, proposer mon aide à l'équipe permanente ou au directeur général pour apporter mon soutien pour de la prise de décision, par exemple, ou bien un questionnement sur quelque chose que l'organisme veut mettre en place. Donc vraiment de pouvoir apporter mon soutien et mon investissement. Donc, c'est aussi pour ça que je limite le nombre de conseils sur lesquels je siège.
parce que je veux pouvoir apporter cette présence-là, en fait, en plus de mes activités professionnelles, de pouvoir vraiment m'impliquer comme il se doit. Et puis, c'est ça, moi, j'ai souvent tendance à vouloir aider. Donc, donc j'essaie de me créer ce temps-là, en fait, en gardant 2 conseils. Pas plus, parce que c'est ça. Donc, c'est un petit peu, moi, ma façon d'évoluer aussi, de me dire, d'apprendre à gérer mon temps et à me dire, bon, sur combien de conseils je peux m'impliquer pour pouvoir apporter la valeur ajoutée que je pense que je peux apporter. Donc c'est cette approche-là, en fait, que je développe, on va dire, de plus en plus en avançant au fil des années. Mais apprendre à dire non, c'est difficile. Des fois, on peut se dire maximum 2, puis le téléphone sonne, puis on se retrouve. Et c'est aussi un engagement où il faut du temps pour se retirer. On ne peut pas idéalement annoncer c'était ma dernière réunion, je ne serai plus là dans le mois prochain. Il faut préparer son départ. Donc, est-ce que de dire non, c'est quelque chose qui est difficile pour vous parce que vous travaillez pour de belles causes? C'est des sujets qui vous touchent, puis parfois, il y a des gens qui sollicitent votre aide, mais vous n'avez plus le temps nécessaire pour les soutenir? Je pense que moi, dans mon cas précisément, je trouve toujours le temps quand même, parce que c'est quand même une cause qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je trouve le temps. Je peux donner un exemple concret. Je pense que là, je suis trésorier sur le conseil d'administration du CECI et en même temps président du comité audit vérification du CECI. Donc, tout ce qui est attrait aux finances du CECI. Donc, il faut que j'ai quand même certains... Je vais pas juste attendre quand on aura un conseil d'administration pour aller regarder. C'est comme je vous disais par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec USAID, avec les financements au niveau de la coopération internationale. Donc, je pense que ça demande plus de mon implication. Mais je me donne le temps pour l'organisation. Je fais comme Audrey, hein. Moi, je suis limité aussi à 2 CA parce que j'ai vraiment envie d'avoir de l'impact sur ces CA-là. Je veux pas juste être là en présentiel. Je veux vraiment que mon passage sur les CA, ça soit vraiment de la valeur ajoutée pour l'organisation. Donc, je trouve le temps. Je trouve le temps. Si quelqu'un me demande 3 heures et que j'ai 2 heures, j'essaie de dire, bon, est-ce qu'on peut faire ça en 2 heures? Et on essaie d'optimiser le temps pour faire les choses bien quand même. Ouais. On parle beaucoup d'équité, de diversité et d'inclusion, particulièrement ces temps-ci. Qu'est-ce que ça apporte à un conseil d'administration d'avoir parmi ses membres des personnes qui ont immigré au Canada, qui sont issues de groupes sous-représentés ou de la diversité? Comment ça peut se traduire dans le travail ou les résultats du conseil d'administration? Si vous avez des exemples ou si c'est un sujet auquel vous avez réfléchi. Oui, je pense que c'est clairement, c'est des sujets qui sont amenés aussi au sein des conseils. Donc, quand on regarde la matrice des compétences, quand on regarde maintenant, en fait, la composition du conseil, où il est quand même dans les bonnes pratiques, en fait, de pouvoir amener des personnes issues de la diversité. Et ce que ça apporte, c'est un œil nouveau, c'est vraiment une... C'est un peu bateau ce que je dis, mais une diversité de pensée, en fait, parce que c'est vraiment ça qu'on va chercher aussi. C'est une perspective différente. Et donc, quelqu'un qui vient de l'étranger va apporter une vue qui est complètement différente, des éléments aussi culturels différents. Donc, sur le plan strictement, je dirais... de l'apport professionnel, entre guillemets, il y a cette vue différente, mais aussi culturellement, je pense, dans les relations qui se créent au sein du conseil, ça apporte une dynamique qui est différente, qui est plus riche, en fait. Donc, et surtout,
je trouve qu'une personne qui vient, qui est issue de la diversité va être moins timide pour créer le comité équité, diversité, inclusion, par exemple. Alors que mais c'est très bien que ça se passe comme ça parce que je pense que ça emmène ça entraîne les autres, ça entraîne une dynamique en fait, et donc il y a moins il y a moins de timidité, il y a moins de freins en fait pour ceux qui veulent rejoindre ces comités-là, de s'y mettre, et donc il y a pas de, je dirais, de gêne en fait à ce moment-là. Donc ça, je l'ai vu en fait. C'est un exemple très concret en fait. Donc en fait, je trouve que ce soit aussi sur la partie la perspective de l'âge. Typiquement, j'en discutais avec une dame en fait qui est très expérimentée dans les conseils d'administration, qui est très présente en fait dans le tissu économique, politique au Québec, et qui me disait voilà, je supporte la candidature des jeunes en fait sur les conseils parce que il y a souvent des préjugés ou des personnes qui sont un petit peu plus âgées et qui sont là depuis plus longtemps, qui ont plus d'expérience et qui ne voient pas forcément la valeur que peuvent apporter les jeunes sur un conseil, mais alors que c'est extrêmement important de pouvoir cultiver ça, de pouvoir être au courant aussi de ce qui est au cœur des préoccupations des jeunes. Et donc, je pense que ça amène aussi une dimension qui est totalement nouvelle et qui est totalement et qui est très importante en fait pour pouvoir assurer un bon équilibre aussi au sein du conseil. Donc voilà, je dirais que c'est comme ça que je définirais en fait la richesse apportée par la diversité. Et voilà, c'est prouvé aussi que les équipes diverses sont plus performantes. Donc c'est aussi valable pour les conseils. Donc, oui. Les gens qui participent au projet Je suis présent et je m'implique du CACI ne connaissent pas toujours les opportunités de conseil d'administration. Donc, c'est un des objectifs du projet de leur permettre de rencontrer des représentants d'organisations qui ont des postes à combler, et il y en a beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure d'événements qui permettent des maillages. Intégrer un conseil d'administration pour quelqu'un qui est arrivé récemment au Québec, c'est une occasion, une opportunité de développer son réseau. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans votre parcours? Est-ce que ça vous a ouvert de nouvelles portes? Et quoi, tu en as parlé tout à l'heure, mais même les conseils d'administration que vous continuez de rejoindre maintenant, est-ce que ça vous ouvre des portes vers des réseaux professionnels différents peut-être de ceux que vous avez dans le cadre de votre emploi rémunéré? Tu veux répondre? Je dirais, alors des portes, oui, ça peut en ouvrir toujours. Donc ça, après, c'est à nous d'aller les pousser. Mais c'est certain que créer ce lien-là avec des personnes des conseils sur lesquels on siège, c'est très important, mais c'est quelque chose qui se construit sur la durée. Donc, c'est vraiment parce que, on les voit peut-être 6 fois par an, 8 fois par an. Donc c'est sûr que ce ne sont pas des relations de travail. Donc, c'est une relation qui est différente. Et donc qui se crée en fait un peu plus dans une durée un peu plus longue, je trouve, mais qui peut toujours ouvrir des portes, c'est sûr, puisque comme on a des compétences qui sont complètement différentes sur les conseils, on a des personnes qui viennent de milieux différents, d'entreprises différentes, d'industries différentes, donc c'est sûr que on peut entre guillemets pousser ces portes-là si un jour on en a besoin, ou donc profiter un petit peu de ce réseautage-là en fait qui se fait naturellement, mais au bout d'un certain temps. Je trouve ça plus difficile en fait d'activer entre guillemets ce réseau-là, puisque quand on va dans un événement de réseautage, tout le monde sait pourquoi on est là. On est là pour c'est assez entre guillemets, c'est naturel un peu pour tout le monde. Tout le monde sait, le but, c'est celui-là. Là, c'est une relation qui est un petit peu différente, je trouve. Quand on est sur des CA, c'est moins facile, entre guillemets, d'appeler son collègue de CA pour lui dire « Ah, tiens, voilà, je suis en recherche » ou je cherche un travail, est-ce que tu peux m'introduire ?» Et
Ça peut venir naturellement. Ça a été mon cas. En fait, j'étais en recherche de travail l'année dernière. Et puis, naturellement, un de mes confrère de CA m'a dit « Ah, bah tiens, je vais t'introduire à la personne qui fait le recrutement dans mon entreprise. » Parce qu'autour d'une discussion, il a su que j'étais en recherche. Donc, mais c'est pas moi qui ai été forcément activer ça. Mais après, c'est une question de personnalité aussi. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc c'est sûr que j'ai plus de difficultés à aller un petit peu pousser cette porte-là. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est clairement un réseau qui est extrêmement riche, en fait, et qui peut ouvrir des portes si on sait les pousser au bon moment, quoi. Pour le conseil d'administration, je vais faire juste une petite parenthèse pour dire que le groupe des 30, c'est un réseau puissant. Le groupe des 30, là, je parle pas du conseil d'administration, mais juste le groupe de 30 que vous êtes en train de construire. Ces groupes-là, on se parle, on se voit à des événements, on voit comment les gens évoluent. C'est un réseau puissant en termes d'opportunités, en termes de collaboration. Donc, je voulais le souligner. Et un peu comme Audrey, au niveau du CA, ce qui va arriver des fois, c'est qu'il va avoir des affinités. Si on va avoir plus d'affinités avec un certain membre, comme dans la vie ou dans la vie professionnelle. Donc, c'est sûr qu'avec ces gens-là, on va pouvoir facilement activer des opportunités ou bien les contacter pour d'éventuelles collaborations. Je l'ai pas encore fait concrètement avec les membres de mon conseil d'administration, mais je n'hésiterai pas si jamais je pense qu'il y a une opportunité où on pourrait faire quelque chose ensemble. Ça ne me dérangerait pas de les contacter parce que sur le conseil, on s'entend très bien, tout le monde. Et c'est quand même un réseau par rapport à quelqu'un qui n'est pas sur ce conseil d'administration. C'est des réseaux quand même de personnes très intéressantes et puis des personnes très qualifiées. Donc on se fait quand même dans son cercle de contacts. On intègre ces gens-là qui peut-être qu'on n'aurait pas rencontré si on n'était pas sur ce conseil d'administration. Donc je dirais que intentionnellement, j'ai pas encore activé quoi que ce soit, mais c'est sûr que dans mon réseau, je les compte comme étant des gens sur qui je peux compter si éventuellement il y a des opportunités à saisir dans leur organisation ou dans des événements qu'ils encadrent. Donc, c'est ça. Le potentiel est là. Le potentiel, un gros potentiel où ceci, par exemple, on a un conseil d'administration international. Donc, on a des gens qui sont en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Il y a de cela 3 ans qu'on a décidé d'internationaliser dans cette vision stratégique de coopération internationale. Avant le board, tout le monde était au Canada. Alors que la majeure partie de nos interventions étaient en Afrique, en Haïti, etc. Donc, on a décidé que la majorité des membres du CA devraient être dans les pays c'était une grosse décision qu'on avait prise en ce temps et actuellement, c'est une richesse, la diversité. Pour rejoindre un peu Audrey, là, ces gens qui sont au Sénégal, au Rwanda, en Haïti, qui connaissent le terrain, plus que nous qui sommes au Canada ici, quand ils interviennent sur le conseil d'administration sur les sujets, ah ouais, on sent que c'est du lourd. C'est des gens qui nous apportent beaucoup, beaucoup de richesse, ouais. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de personnes marquantes que tu as rencontrées à ton arrivée qui t'ont fait gagner des années d'intégration. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'être ces personnes-là pour d'autres, soit au niveau professionnel ou encore dans des conseils d'administration, mais des gens que vous avez côtoyés parce que probablement que vous êtes sollicité plus que vous êtes disponible en ce moment. Donc, des fois, le réflexe, c'est « Ah ben je vais... » vous présenter quelqu'un, je vais en parler avec une personne de mon réseau. Est-ce que c'est une réalité que vous vivez parce que c'est un bon moyen d'intégration, puis ça permet justement aux gens qui arrivent avec 2 ou 3 numéros de téléphone de profiter du réseau de leurs contacts et d'accélérer leur intégration. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Et puis, c'est aussi...
on pense aux personnes qui nous ont aidés et on a envie de redonner aussi, de pouvoir faire bénéficier à d'autres de la chance qu'on a eue. Donc c'est vraiment ça, c'est expliquer comment ça fonctionne, expliquer l'importance du réseau, l'importance de créer son réseau, de l'entretenir, d'aller à des événements, de se faire connaître en fait, et d'accompagner un petit peu les personnes qui en ont besoin de cette façon-là. D'être un petit peu, de mentorer un petit peu de façon pas officielle ces personnes-là qui nous contactent en fait. Et je pense que c'est vraiment important. Parce que ça crée cette roue positive en fait, qui est que moi on m'a aidé, donc j'aide les autres et j'attends rien en retour nécessairement. Là, ça fait partie de ce que je dois faire parce que c'est important, je trouve, de montrer l'exemple aussi aux plus jeunes, de pouvoir avoir cette dynamique positive là et de continuer à la développer en fait. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que quelque part, j'ai eu la chance, même dans le cadre professionnel, j'ai eu la chance d'avoir des mentors dans mon travail et tout. Et donc, j'essaie vraiment, lorsque l'opportunité se présente, de rendre l'appareil sans rien attendre en retour. Il y a quelques mois de cela, il y a quelques semaines de cela, j'avais une jeune étudiante qui venait du Togo, que je connaissais pas, mais qu'on passait en entrevue. Donc, en fait, la sélection a été faite par les RH et tout. Donc, moi, j'ai juste vu le CV rapidement et je tombe sur elle et puis on passe l'entrevue. Ça se passe très mal. Elle n'était pas vraiment préparée. C'était son premier entrevue, donc elle connaissait pas vraiment le monde professionnel ici, comment ça fonctionne. Et donc, c'est quelqu'un que je coach actuellement, qui est avec qu'on se parle par rapport aux soft skills, par rapport à l'implication. Il y en a plein comme ça que je rencontre et puis je me dis, mais si je peux aider, pourquoi pas? Et moi, l'implication, c'est quelque chose que c'est systématique. Je dis, il faut vous impliquer. Quand vous arrivez, trouvez un petit moment pour faire du bénévolat. Il y a la jeune chambre de commerce, il y a plein d'organisations, il y a plein d'événements. Juste aller réseauter, vous allez rencontrer une personne, 2 personnes. Et ce qui est cool au Canada ou au Québec, c'est que vous pouvez aller à un événement, vous allez voir Justin Trudeau, vous allez le parler. C'est pas quelque chose qui est possible dans nos pays. Par exemple, en Afrique, tu vas pas à un événement, tu rencontres le président, tu vas lui parler, c'est pas possible, tu vois. Ici, je connais une personne qui connaît Valérie Plante. Je connais une personne qui connaît Justin Trudeau. Donc, je suis à une personne de Justin Trudeau, par exemple. Donc, les réseaux sont quand même très serrés au Canada, au Québec. Donc, qui fait que quand vous participez à ces événements-là, vous ouvrez donc des portes d'opportunités. Donc, voilà ce que je peux dire. Et puis, s'il y a des gens qui sont au CACI, qui nous écoutent et qui ne s'impliquent pas encore, je les recommande de s'impliquer, de contacter même des gens sur LinkedIn, par exemple, qui sont sur des CA, leur écrire, est-ce que je peux juste prendre une petite pause café avec vous pour comprendre ce que vous faites, etc. Les gens sont souvent... vous serez étonné de comment est-ce que les gens vont accepter de prendre le café avec vous. Donc, c'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Faut oser, en fait, parce que les gens sont très ouverts et on est souvent surpris, en fait, parce que c'est vrai que en France, c'est pareil, c'est très compliqué. Enfin, il y a quand même des barrières, en fait, qui sont invisibles, mais qui sont là. Et c'est beaucoup moins facile de connecter avec des personnes, en fait, qui nous paraissent être inatteignables, peut-être, mais... c'est ça, faut oser en fait, oser contacter, oser expliquer pourquoi on contacte les gens et les gens seront toujours très ouverts et toujours accepter de prendre un café, même une conversation téléphonique, un appel Teams de 15 minutes, ça peut tout changer, donc c'est vraiment important d'avoir le petit boost là pour oser, c'est très important. Donc, faut partir à l'action. Il faut pas attendre. Il faut aller à l'action. Je pense que c'est un pays d'action, un pays d'entrepreneurs. Oui, c'est ça. Donc c'est un pays d'entrepreneurs, donc il faut entreprendre. Donc il faut pas attendre que ça vienne à nous. Voilà.
Vous avez abordé de différentes façons la question du savoir-être ou des qualités interpersonnelles. Dans les conseils d'administration où vous siégez, qu'est-ce que vous appréciez au-delà de la compétence? Quels sont les traits de personnalité ou les façons de travailler avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise et qui contribuent aussi à vos apprentissages parce que souvent, à côtoyer des gens, on s'en inspire puis on devient de meilleurs professionnels, de meilleurs entrepreneurs ou de meilleurs administrateurs, administratrices. Je dirais, moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment l'écoute. Quand les autres prennent le temps d'écouter et que voilà, qu'il n'y a pas forcément une attente que la personne ait fini de parler pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. C'est vraiment d'écouter vraiment, en fait. Ça, je trouve que c'est une qualité qui est importante. D'autant plus que si on est sur un conseil qui n'est pas très impliqué dans les opérations, il faut qu'on sache capter l'information dont on a besoin pour pouvoir créer la discussion, pour prendre la décision. Donc, il faut vraiment avoir une écoute très active et très, je dirais, prononcée. Et donc, ça, pour moi, c'est une qualité qui est importante et je le vois aussi dans les personnes qui ont plus d'expérience, en fait, qui développent vraiment ces qualités-là. En fait, je trouve ça très intéressant parce que ça permet vraiment de pouvoir prendre l'information, de la digérer, de connecter des points aussi parfois qui nous paraissent pas forcément connectés entre eux. Mais donc je trouve que ça, c'est vraiment... pour moi, c'est une des qualités les plus importantes, en fait. De savoir écouter. Oui, je pense que l'écoute, on est tous d'accord. Écoute active, c'est la base. Je pense que j'apprécie aussi beaucoup, surtout quand on est aussi nouveau sur les conseils d'administration. Je pense des fois, c'est bien juste d'écouter pour bien comprendre. Ça ne veut pas dire de ne pas parler. C'est l'écoute active, là, j'essaie de comprendre le sujet, synthétiser, comme Audrey disait, donc c'est très important. Je dirais aussi, un terme que j'aime beaucoup, c'est l'esprit critique bienveillant. C'est-à-dire que poser des questions challengeantes, mais sans ego, sans être autant. Il y a certainement de conseils d'administration, je pense qu'il n'est plus sur notre conseil, mais quand il posait des questions, j'étais comme, waouh, on avait tous la question, mais on savait pas comment la poser, tu vois. Et il formule la question de manière très simple, mais qui challenge un sujet vraiment très important à l'organisation. Donc, cet esprit de critique là, de savoir poser les bonnes questions qui dérangent des fois, parce que des fois, quand on a des questions qui dérangent, on ne sait pas comment les aborder. Et je dirais aussi, ce que j'aime beaucoup et que j'ai appris aussi sur les conseils d'administration, c'est la fiabilité, c'est-à-dire de venir préparer. C'est-à-dire que quand on nous envoie des documents avant la rencontre du CA, quand on nous envoie des rapports et tout, de prendre le temps de lire les rapports pour être bien préparé avant d'arriver au conseil d'administration. Moi, j'adore les gens qui viennent en tant que trésorier, quand j'envoie mes rapports et puis le budget ou les prévisions, etc., que les gens me posent des questions. Je trouve ça très intéressant, des questions pertinentes ou challengeantes. Je trouve ça vraiment très pertinent parce que je dis, ah, ok, il a pris le temps vraiment de regarder que de juste dire, tout est beau, tout est correct, on passe au prochain sujet. Là, donc voilà des qualités que j'apprécie vraiment et que je sais aussi de cultiver, l'écoute, poser des questions challengeantes et puis venir toujours préparer aux rencontres de conseil. Ouais. Il y a des gens qui nous écoutent et qui vont bientôt intégrer un premier conseil d'administration. Tu as parlé de la lecture des rapports, des documents, mais comment on peut bien se préparer à une rencontre de conseil d'administration, surtout si c'est notre première expérience? Je dirais que ça, je reviens un petit peu sur ce que tu disais, hein, c'est prendre le temps de lire les documents, prendre le temps de lire les rapports, les minutes des conseils précédents, se renseigner aussi sur les profils des personnes qui sont sur le CA, si c'est notre premier CA dans ce groupe-là.
pouvoir se renseigner un petit peu sur qui est autour de la table, quelles sont les problématiques en fait rencontrées par l'organisme, et puis comprendre aussi quelles sont nos responsabilités au conseil, en fonction que ce soit en fonction du rôle joué, si c'est en finance par exemple, sur le comité d'audit, ou bien même en tant que membre, je dirais participant, savoir les responsabilités qu'on a vis-à-vis de l'organisme. Donc je pense que c'est principalement ça que je dirais. Et puis d'arriver en étant soi-même, en fait. Ça, je pense que c'est très important aussi. Et c'est ça, écouter, poser des questions pertinentes, mais de façon constructive toujours. Et il n'y aura pas quand on cherche à comprendre et quand on cherche à se documenter et se renseigner, il n'y aura jamais de questions bêtes, il n'y aura jamais de jugement là-dessus, parce que je pense que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les équipes de direction qui sont là, qui participent au conseil, sont très reconnaissantes en fait d'avoir la chance de pouvoir avoir des personnes qui donnent de leur temps en fait sur les conseils. Donc c'est très bienveillant généralement, il n'y a pas de... Donc c'est vraiment d'arriver en fait avec cet esprit ouvert aussi et en étant soi-même, je pense, sur ces réunions-là. Donc c'est ce que je conseillerais entre guillemets, là, mais après tu as peut-être des choses à rajouter. Je pense que tu as dit la majorité, mais je pense que il y a des organisations qui ont peut-être des processus d'intégration. Ça peut être aussi une bonne manière de juste comprendre l'organisation, qu'est-ce qu'elle fait, les différents membres sur le conseil, les comités et tout ça. Et on dit de poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, mais si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions. C'est correct aussi au début, lorsqu'on commence et c'est pas un domaine que l'on maîtrise. Des fois, on n'a pas, ou l'organisation ne la maîtrise pas. Mais des fois, on n'a pas de questions, ou on a tellement de questions que peut-être que ça vaut le coup juste de prendre un temps avec la présidente du conseil d'administration ou avec le directeur exécutif pour passer à travers ces questions-là un peu plus, qui paraîtraient un peu plus accessibles aux autres membres parce qu'ils sont là depuis plusieurs années. Donc, processus d'intégration, poser la question s'il y en a. S'il n'y en a pas, entreprenez, contactez les membres du conseil d'administration pour vous préparer à cette enquête. À quoi je dois m'attendre? Qu'est-ce que je peux apporter lors de cette rencontre-là? Voilà. Il y a des conseils d'administration aussi où c'est plus facile de commencer, donc où l'environnement, justement, est peut-être plus structuré, où on a plus de réponses à nos questions, où les gens sont en place depuis plus longtemps. Donc, c'est sans doute important de choisir un conseil d'administration qui correspond à notre niveau d'expérience, là. Donc, après, c'est pas... Je suis désolée, je t'interromps, mais par rapport à ce que tu dis, parce que parfois, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas quel est le niveau de maturité du conseil. Donc, on le découvre un petit peu quand on arrive. Alors, il y a quelques signes qu'on peut... avant-coureurs ou qui nous permettent peut-être d'avoir des suppositions. Mais c'est vrai que parfois... on a l'impression que c'est très, très structuré, parce qu'il y a un gros budget, et en fait, quand on arrive, on se rend compte qu'il y a quand même du travail à faire sur justement la discipline un petit peu, sur la gouvernance en tant que telle. Donc je trouve que c'est assez difficile à percevoir, en fait, surtout quand on est au début, quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Je trouve que ça peut être une surprise, en fait. Faut le savoir. Donc, faut être prêt à devoir peut-être se documenter un peu plus, pouvoir apporter de l'aide aussi là-dessus, sur la structuration, sur ce genre de choses, la documentation, etc. Donc, Ça introduit bien notre dernière question. Pour les gens qui nous écoutent, quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui envisage de rejoindre un conseil d'administration? Qu'est-ce qu'on aurait pu passer l'heure sur cette question-là, mais si vous aviez un ou deux conseils à partager, quels seraient-ils? Je pense que c'est un peu tout ce qu'on a dit auparavant, et je pense que c'est
c'est vraiment de choisir un conseil qui nous parle, en fait, dans une thématique qui nous parle, dans une cause qui nous tient à cœur, en fait, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, et donc, il faut qu'on prenne du plaisir, en fait, à le faire. Je pense que c'est très, très important. Parce que si on communique, la façon dont on se sent, la façon dont on évolue, en fait, c'est communicatif aux autres. Donc, si on le prend comme une contrainte et qu'on n'est pas heureux de le faire, les gens vont le sentir, en fait. Donc, je trouve que c'est important de rester dans sa zone d'intérêt, en fait, et de pas forcément prendre, entre guillemets, tout ce qui vient. Parce que parfois, au début, on a tendance aussi, quand on vient d'arriver, aussi, on a envie de pouvoir s'intégrer rapidement, de pouvoir rencontrer des gens. Donc, on a tendance peut-être à accepter des choses qui ne sont pas forcément dans nos centres premiers d'intérêt. Donc, faut arriver à dire non, comme tu le disais tout à l'heure. C'est pas forcément simple, mais ça, je pense que c'est important, en fait, de le savoir et de pouvoir se dire non, cette fois-ci, je n'y vais pas, mais parce que j'attends de trouver la bonne opportunité, en fait. Donc, le deuxième conseil que je donnerais, c'est aller à Trouve ton CA. Il y a d'autres événements aussi avec le CACI c'est ça, organisés. Tout à fait. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'émulations, en fait, autour de ça, de ces thèmes-là, en fait. À Montréal, on a la chance d'être dans une ville qui est extrêmement dynamique, en fait, de ce point de vue-là. Plein d'autres points de vue aussi, mais particulièrement de ce point de vue-là. Donc, faut en profiter, en fait. Faut vraiment utiliser les outils qui sont à notre disposition et se renseigner, pouvoir prendre un maximum d'informations et discuter avec un maximum de personnes aussi qui peuvent nous conseiller, comme tu disais, contacter des personnes sur LinkedIn qui sont sur des conseils qui peuvent nous intéresser, demander des contacts, demander juste des petits conseils à des personnes différentes. Ça peut vraiment apporter une perspective plus riche, en fait. Donc, je vais te laisser aussi la parole. Oui, moi j'aime généralement pas donner de conseils, j'aime vraiment partager un peu mon expérience aux gens et puis de faire le choix. Donc, c'est un peu ça, aller chercher l'information. On a l'Internet aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par la gouvernance, allez regarder toutes les organisations à Montréal ou au Québec qui travaillent dans le cadre de la gouvernance. Approchez-les, les Philippe Massé, les Sonia Malek et tout. Ils sont vraiment très, très, très sympathiques. Donc, le groupe des 30, allez regarder IGOP. Quelque chose qui me fait beaucoup mal, là, si je peux partager ça, c'est que quand je suis arrivé, j'avais moins de 35 ans. Et il y avait le collège des administrateurs qui avait un programme pour les moins de 35 ans parce que tout à l'heure, Audrey a dit que la formation coûte très cher quand on a plus de 35 ans. Moi, par exemple, je vois $18,000. J'approche de ma quarantaine et je suis comme, si j'avais l'information quand je suis arrivé il y a de cela 12 ans, j'aurais passé par le canal donc du collège. Donc, allez chercher l'information très rapidement si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse pour commencer à pouvoir vous impliquer tout doucement. Et puis, je pense que c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc, voilà, regardez le podcast, celui-là, et puis le second qui arrive aussi. Et vous allez avoir aussi d'autres expériences que nos collègues vont vous partager. Et puis, de ces expériences-là, vous en tirez aussi des conclusions. Voilà ce que je peux dire comme conseil en parenthèse. Ouais. Merci pour ton information. Il y a des programmes de bourse maintenant pour les 36 ans et plus. Donc, oui? Je ne savais pas. Oui, avec le Collège des administrateurs de société, il y a beaucoup de gens qui rappelaient que lorsqu'on immigre, on est en période accélérée. Souvent, on arrive dans la trentaine, puis le temps de prendre connaissance de l'existence de certains programmes, il est déjà trop tard. Donc, ça a été mis en place. Il y a d'autres enregistrements aussi et documents qui sont sur la page du projet « Je suis présent et je m'implique » au CACI, donc des ressources intéressantes à consulter.
On arrive à la fin de la balado. Donc, Ekwe, Audrey, merci énormément d'avoir partagé vos expériences. On a besoin d'entendre des expériences comme les vôtres et je crois que c'est très inspirant. Il y a un bassin de talent énorme au Québec. Il y a des gens qui hésitent à faire le saut au sein du conseil d'administration, mais votre contribution est vraiment attendue, souhaitée. Puis c'est quelque chose qui peut être très positif aussi dans votre intégration au Québec. Donc, au plaisir de vous retrouver bientôt pour une deuxième balado.